Et bonjour à tous, ici Corben de Corben.info et je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler newsletter. Je vais vous apprendre en fait tout simplement à créer une newsletter automatique, automatisée avec un peu d'intelligence artificielle dedans, je vous montrerai. Mais avant de démarrer, je voudrais surtout remercier tous les Patreons qui me soutiennent parce que c'est grâce à vous que je peux faire ces vidéos, c'est grâce à vous que je peux continuer à alimenter mon site Corben.info. Et si ça vous dit de nous rejoindre, n'hésitez pas, hein, allez sur patreon.com/Corben. Tout est expliqué et vous recevrez des newsletters avec des trucs cool chaque jour et puis évidemment ces vidéos Patreon qui sortent, j'essaye une fois par semaine à peu. Donc je vais vous expliquer un peu le concept de ce qu'on va faire aujourd'hui. C'est assez simple. Alors autrefois, autant jadis, j'avais cette merveilleuse newsletter que vous avez peut-être reçue. Hein. Donc c'est la newsletter qui est la newsletter principale qui est envoyée à tous les inscrits qui sont pas forcément des Patreons. Hein. Pour vous inscrire à la newsletter d'ailleurs, il faut aller sur corben.info et là-haut vous avez un petit truc newsletter, vous cliquez dessus et là c'est un petit formulaire, voilà, vous mettez votre boîte mail et vous recevrez en fait toutes les semaines, tous les lundis matin, un récap de l'actu. Et donc j'ai complètement automatisé tout ça et je me suis dit j'allais du coup vous en parler pour peut-être vous donner envie de faire de même si vous avez un site, etc. ou si vous avez envie de faire une newsletter, de coder un peu. Voilà, c'est intéressant. Donc ce que je vous montre ici, là, c'est l'ancienne newsletter, c'est-à-dire c'est celle que j'ai envoyée depuis longtemps. Donc en gros, ça se compose d'un aspect, une charte graphique, hein, donc qui est toujours le même avec un header, etc. J'avais un titre qui était assez classique, hein, qui était toujours le même aussi, newsletter Corben du, et là j'ai injecté la date automatiquement. Le texte d'introduction ici, plus le petit bouton Patreon, toujours le même, ça bougeait pas. Et à la fin, en fait, je claquais une liste des articles qui étaient sur mon site, donc des articles de la semaine. Donc pour ça, j'allais interroger mon WordPress, je récupérais la liste de ce qui avait, de ce qui était sorti et je le mettais dans le mail. Donc ça, je vais vous montrer comment on fait. Mais j'ai évolué depuis, j'ai fait pas mal de changements, de petits changements, et j'ai intégré notamment de l'IA. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en gros, chaque article maintenant est augmenté avec un résumé. Donc l'IA utilisée, hein, c'est GPT-3 qui est l'IA de OpenAI dont tout le monde parle. Et donc en gros, je lui donne à manger tous mes articles de la semaine et puis lui me fait un petit résumé de quelques lignes de chaque article. Donc ça c'est cool et surtout j'ai étendu le truc au titre. Donc le titre change tout le temps et le texte d'intro change tout le temps aussi. C'est-à-dire qu'en fait dans le texte d'intro, je lui dis reprends tout ce que tu as traité avant et fais-moi un petit résumé, un petit texte d'introduction à ma newsletter. Voilà. Et donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est qu'on recode ce que j'ai fait from scratch si vous voulez pour obtenir le même résultat. Alors je vais pas pouvoir m'adapter à tous vos services et toutes les particularités de vos emails, etc. Mais en tout cas, moi, je vous montre comment j'ai fait. Voilà, c'est pour le plaisir. Alors, pour envoyer mes newsletters, moi, j'utilise un service qui s'appelle Sendinblue. Certains utilisent Mailjet, d'autres Mailchimp, etc. La plupart de ces services ont ce qui s'appelle des API. Donc, il faut vous documenter un peu si vous n'utilisez pas le Sendinblue, mais il y a des API. Et en fait, ces API me permettent de créer, d'interroger déjà les campagnes en cours, etc. et de créer les newsletters. Donc, par exemple, ici, trouver le bon outil, newsletter qui a été envoyé le 9 janvier. J'ai des stats et j'ai surtout le contenu qui est là que je vous ai montré. Donc pour faire ça, on va avoir besoin de plein de choses. C'est-à-dire qu'on va avoir besoin de se créer un accès à Sendinblue pour pouvoir aller se connecter et créer la newsletter. On va devoir accéder à un WordPress. Donc pour ça, on va utiliser XMLRPC pour la connexion à l'API de WordPress. On va devoir aussi utiliser un template que j'ai fait ici. Je vous montrerai après. On va devoir se connecter aussi à l'API de OpenAI, GPT-3, etc., etc. Alors pour commencer, ce que je vous propose de créer, c'est 3 fichiers. Un premier fichier Python, hein, c'est un script Python qu'on va faire, mais après vous pouvez l'adapter en JavaScript si ça vous amuse. Un script Python qui va contenir le script de la newsletter, qui va permettre de générer la newsletter. Et un script variable dans lequel je vais mettre toutes mes variables, c'est-à-dire mes clés pour Sendinblue, ma clé API pour OpenAI, mon user WordPress et mon mot de passe WordPress. Voilà. Donc ce fichier variable.py, quand je vais l'appeler dans newsletter, je vais simplement faire import variable. Voilà. Je fais juste ça. Et ensuite, si je veux afficher le contenu de cette variable, j'ai juste à faire print variable point et là je mets la valeur. Donc par exemple dans mon fichier variable.py, si je veux afficher le contenu de OpenAI.key pour le récupérer, je fais tout simplement ça. J'ouvre un petit terminal et si je lance en Python mon script newsletter.py, voilà, il m'affiche bien OpenAI qui est le contenu. Donc on voit bien qu'il va récupérer la clé dans le fichier. Voilà, je fais comme ça pour ne pas revenir sans cesse à ce fichier de variable et pouvoir quand même mettre mes clés secrètes dedans sans que elles apparaissent à l'écran pendant la vidéo. Donc ce fichier, je vais pas le rouvrir après. Je vais le compléter moi, je vais remplacer ces valeurs-là par mes valeurs Sendinblue, OpenAI et mes accès WordPress. Donc ce que je vous invite à faire, si vous utilisez le même service que moi, c'est de récupérer votre clé API Sendinblue, votre clé API OpenAI, je vous renvoie vers la doc officielle pour récupérer ça, et puis de mettre ici votre user et password WordPress. Voilà, donc moi je vais faire ça et je vous retrouve tout de suite. Donc ça c'est fait, maintenant on va avoir besoin de librairies, de bibliothèques, et donc je vous propose qu'on les installe. Alors pour les installer, on va avoir besoin de quoi? On va avoir besoin de pip. Donc vous avez normalement pip 3, donc si par exemple moi je
suis en Python 3.11, donc je vais lancer pip 3.11, comme ça je sais que c'est sur cette version-là que ça va s'installer. Et je vais installer la librairie OpenAI, la librairie LXML pour traiter les retours XML de WordPress. Je vais installer ensuite WordPress underscore XMLRPC, qui est la lib pour interroger WordPress. Je vais installer la lib SSL parce que mon site WordPress est en HTTPS, donc j'ai besoin d'y accéder avec la lib SSL. Et je vais installer la lib qui permet de connecter à Sendinblue. Donc si vous utilisez autre chose, il faudra installer autre chose. Donc voilà, ça s'appelle SIB underscore API underscore V3 underscore SDK. Donc je vais déjà commencer par ça. Et là, j'ai une première erreur qui me dit commande OpenAI inconnu. Mais oui, tout simplement parce que je me suis planté. J'ai oublié le install. Donc c'est pip3 install. Et là, je mets la suite de mes libs. Donc ça va commencer à installer toutes les dépendances. Il est possible que je doive en installer d'autres ensuite. Donc on va voir un peu comment ça se passe. Là, on voit aussi que la lib WordPress XMLRPC n'est pas reconnue. Donc c'est parce que je me suis planté de nom. En fait, si vous allez sur un site qui s'appelle pipi.org, donc pypi.org, vous avez toutes les libs. Donc là, j'ai cherché WordPress et donc effectivement, c'est Python-WordPress XMLRPC. Donc je rajoute la mention Python-WordPress-XMLRPC. Je relance l'install. Alors avant, j'étais obligé d'installer la lib SSL, mais comme là, apparemment, j'ai une erreur, j'ai regardé un peu dans la doc et visiblement, maintenant, c'est une lib, on va dire, déjà intégrée dans la version 3.11, donc il n'y a pas besoin de l'installer. En tout cas, on verra au niveau du développement après si on doit y repasser. Donc je retire la lib SSL de ma commande, donc apparemment il n'y a pas besoin, et on va voir au niveau de la connexion avec WordPress si ça se fait bien ou s'il faut encore que je bidouille. Alors précise, je suis pas développeur, je suis pas un expert en développement, vous le savez, je vous l'ai déjà dit, moi je vous montre ce que je bidouille, ce que je fais, je me débrouille. Et de deux, ce script, je l'ai codé il y a longtemps quand même, c'était sur du Python 3.9 ou 3.8, je sais plus. Là, je vais essayer de le porter sur du 3.11, la dernière version de Python, pour pas que vous soyez embêtés. Donc voilà, donc il y a peut-être des petits ajustements entre mon code existant que je suis en train de refaire finalement avec Python 3.11. Donc on va voir ça ensemble. Mais c'est bien parce que, je trouve ça cool moi de vous laisser un peu les erreurs, les problèmes, parce que vous risquez quand même de rencontrer les mêmes. Et je vous montre comment moi je les résous. Donc là mes libs sont en place. Donc je vais pouvoir tout simplement les importer au fur et à mesure. Je vais pas tout importer comme ça from scratch ici, mais je vais les importer tranquillement en fonction de ce dont j'ai besoin. Donc ce que je vous propose de faire déjà, c'est d'aller récupérer mes articles sur le WordPress. Donc de me connecter à WordPress. Donc pour ça, je vais créer une nouvelle fonction que je vais appeler donc def et je vais l'appeler get WordPress post. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais me connecter à mon WordPress. Alors déjà, j'ai une URL, j'ai besoin d'une URL. Donc je vais faire WordPress URL. Je l'ai pas mis dans la variable. Enfin, je pourrais le mettre effectivement en variable, ce que je n'ai pas fait. Donc on va le mettre directement en dur. Ça sera https://sorben.info/wp. Donc ça, c'est mon URL à moi. Vous, ça sera votre site WordPress /xmlrpc.php. Voilà, moi j'ai un sous-dossier, mais vous n'aurez pas cette partie-là. D'accord. Donc là, c'est mon URL. Mon username, c'est bien variable.wordpressuser et mon mot de passe, c'est bien variable.wordpresspass. Si vous demandez pourquoi ça s'auto-complète ce que je suis en train de faire, c'est simple, c'est parce que j'utilise GitHub Copilot, qui me fait gagner beaucoup de temps, qui est une IA aussi, qui comprend mon code et qui est capable de compléter. Maintenant, on va se connecter, on va créer un client qui va utiliser l'URL, le nom d'utilisateur et le mot de passe pour se connecter à mon WordPress. Et là, on voit que client est souligné parce que j'ai pas importé la lib WordPress. Donc comment on va faire? C'est simple, je vous montre pour importer une lib, on fait tout simplement import. Et là, on va importer WordPress XMLRPC. Donc c'est la lib de tout à l'heure. Mais comme je veux que on ait client qui soit chargé, je vais faire une petite modif. Je vais pas faire juste un simple import, je vais faire from WordPress XMLRPC, import client. Voilà, et donc là, j'importe en fait la feature, la fonctionnalité client à partir de ma lib WordPress XMLRPC. Ça m'évite d'avoir tout à charger. Et donc là, j'ai là c'est ok, j'ai mon connecteur WP qui est créé. Maintenant, je vais vous montrer comment on se connecte à WordPress. Enfin, là, on est connecté à WordPress. Donc si je lance mon script, je vais faire un print WP et on va voir ce qui va me sortir. Donc je lance mon script. Bon, il me sort rien, mais c'est pas grave parce qu'on va directement se lancer et tester le truc. Alors, on va d'abord créer un filtre. Alors, un filtre en WordPress, ça va permettre de filtrer le nombre d'articles qu'on veut récupérer. Est-ce qu'on en veut 100? Est-ce qu'on en veut 10? Est-ce qu'on veut que ça soit des articles qui sont publiés, pas encore publiés? Comment est-ce qu'on veut les classer par date, etc., etc. Donc je vais créer un filter. Donc filter égal, et là j'ouvre des accolades. Et dedans, je vais préciser les paramètres suivants. Donc number, par exemple, je veux mes 20 derniers articles. Donc je vais faire number 20, virgule. Ensuite, post status, je veux que ça soit publié, donc publish. Order by date, c'est pour avoir par date, forcément. Donc on ordonne le résultat par date. Et ensuite, je rajoute la commande order pour dire que je veux quelque chose de descendant. Donc c'est-à-dire de la date la plus grande, plus récente si vous voulez, à la date la plus ancienne. Donc là, j'ai mon filter. Et maintenant, je vais stocker en fait, si vous voulez, tout ce que WordPress va me retourner dans une variable all post. Donc all post égale. Et là, je vais faire un appel. Donc un
appel, ça se fait comme ça, wp.call. Et on a des fonctions qui sont documentées sur l'API WordPress. Hein. Si vous faites CTRL barre espace, normalement on voit ce à quoi on a accès. Mais là, je vois pas mes trucs. Donc en fait, c'est là que j'ai oublié d'importer quelque chose. Alors, de quoi j'ai besoin? Maintenant, pour récupérer des posts, eh bien, c'est simple. Je vais tout simplement importer la méthode getPost de WordPress XML RPC.methods.post. Je fais vraiment du compte-gouttes, hein, mais après, si vous voulez vraiment tout importer, par exemple, si vous voulez toutes les méthodes sur WordPress, vous faites ça, méthode, importe, étoile. Et là, comme ça, vous aurez tout. Voilà, mais moi, je prends que ce dont j'ai besoin. Que je vais pas créer de nouveaux articles, par exemple, parce que là, on voit, si je voulais importer new post pour faire un nouvel article, voilà, il y a une fonction new post aussi qu'on peut importer. Donc moi, je me concentre que sur getPost. Donc maintenant, dans mon WP call, si je fais CTRL barre espace, on voit bien que j'ai getPost. Donc très bien, j'ai getPost. Et getPost, qu'est-ce que je lui donne à manger? Eh bien, je vais lui donner à manger mon filtre. Voilà. Et cette fonction, je veux qu'elle retourne tous mes posts. Donc ça, c'est une première fonction pour aller récupérer des articles WordPress. On va essayer de la printer pour voir ce que ça donne. Alors pour l'instant, je l'ai pas appelé. C'est pour ça que tout à l'heure, je lançais le truc, il se passait rien. J'avais oublié que j'étais dans une fonction, hein, mais je l'ai pas appelé cette fonction. Donc si je veux l'appeler, c'est simple. Je vais créer une fonction main. Donc là, pour créer une fonction main, c'est simple, en fait, if __name _ égale main, deux points, et là, on appelle la fonction qui nous intéresse. C'est pour ça que tout à l'heure, ça n'affichait rien. Les plus aguerris d'entre vous l'auront sans doute remarqué. Et là, je lance, et j'ai une erreur absolument horrible qui me dit, on comprend rien, sauf qu'à la fin, ça me dit SSL Certificate Verify Failed. Donc là, on est sur ce problème-là de certificat. C'est-à-dire que Python a besoin d'un certificat pour pouvoir accéder à tout ce qui est HTTPS et compagnie. Donc je vais déjà commencer par importer SSL aussi, parce que je l'ai pas fait. Donc importer SSL et je vais relancer. Comme vous pouvez le voir, ça change rien, mais bon, de toute façon, on aura besoin quand même d'importer cette lib SSL. Maintenant, je vais vous montrer en fait d'où vient le problème. C'est parce qu'il faut installer les certificats. Alors moi, je suis sous macOS. Donc sous macOS, alors sous Windows ou Linux, je vous invite à vous documenter, mais sous macOS, quand j'installe Python 3.11, pardon, j'ai ici du contenu et j'ai une commande qui s'appelle install certificate. Si je l'édite pour regarder ce qu'il y a dedans, j'ai tout un script qui permet d'installer ces fameux certificats. Donc je pense que vous devez avoir la même chose sous Linux, etc. Donc je vais juste double-cliquer dessus. Ça m'ouvre une fenêtre comme ça, ça mouline, ça fait l'installation des certificats et c'est terminé. Maintenant j'ai juste à relancer. Et là c'est bon, j'ai une connexion qui est faite. Bon, j'ai une erreur parce qu'il me parle d'une connexion terrible. C'est normal, c'est parce qu'en fait là j'ai juste printé tous les posts, mais en fait c'est pas ça qui m'intéresse, puisque là j'ai un objet qui contient tous mes 20 derniers articles. Donc forcément je l'ai pas parcouru, donc je peux pas afficher son contenu. Donc si je veux afficher mes articles, il faut que je crée une variable, on va dire post ou all post, vous l'appelez comme vous voulez, qui va contenir, un objet plutôt, qui va contenir tous mes, le retour de ma fonction. Donc tous mes 20 articles, d'accord? Je vais réduire ma fonction ici, voilà. Je récupère, je mets cet objet-là dans post. Et ensuite, je vais créer une boucle for. Pour tous les posts dans post, j'imprime le titre, voilà, post title. Et maintenant, je relance. L'erreur que j'ai ici est intéressante, donc c'est écrit attribute error module collections as no attribute iterable. Ce problème, ça veut dire qu'en fait, là, j'essaye d'utiliser l'attribut iterable dans le module collection, mais ça n'existe pas. Parce que, en fait, c'est simple, c'est parce que la lib WordPress XML RPC est un peu ancienne et Python 3.11 est récent et n'a plus ce truc là-dedans, n'a plus cet attribut iterable dans collections. Donc pour régler le problème, c'est simple, je vais importer la lib collection, donc je vais faire import collection. Donc ça, c'est le genre de bug que vous pouvez rencontrer dans d'autres scripts, c'est on va dire un classique. Et là, vous faites collections.iterable est égal à collections.abc.iterable. En fait, ça a juste été déplacé dans ABC. Le truc, c'est que la lib WordPress XML RPC ne le sait pas au courant. Donc voilà. Donc en gros, je lui fais un genre d'alias, quoi, si vous voulez. Je dis collection abc.iterable, c'est collection.iterable. Je relance mon script. Et là, magie, je me retrouve bien avec mes 20 derniers articles sur mon site. Donc là, déjà, je viens de récupérer mes 20 articles, je suis content. Donc ça, c'est cool. Sauf que je veux pas les 20 derniers articles. Je veux tous les articles que j'ai postés cette semaine. Donc des articles qui se trouvent entre lundi de la semaine dernière et dimanche soir. En gros, c'est ça, quoi. C'est sur les 7 derniers jours. Donc pour avoir tous mes articles de blog sur les 7 derniers jours, là, j'en ai 20. Donc voilà. Donc je vais enlever cette quantité, que j'en ai plus besoin. Et je vais lui passer un filtre. Enfin, je vais rajouter un truc dans le filtre qui va concerner un date query. Date query, donc une requête sur la date. Et dedans, je peux lui préciser deux choses, un after et un before. Et puis je referme le truc. Alors dans l'after, on peut mettre évidemment une date, mais ça m'intéresse pas trop. Moi, ce que je vais mettre, je vais lui parler en français et je vais dire when
one week ago. Voilà, donc tout ce qui a une semaine. J'ai pas besoin de préciser de before parce que bah voilà, tout ce qui est date d'une semaine, c'est clair. Donc voilà, vous pouvez spécifier ça comme ça. On n'est pas obligé de mettre la virgule à la fin. Et là maintenant, vous voyez là, moi j'avais tout ça comme article, une vingtaine d'articles ici. Je sauvegarde, je relance mon script et là j'en ai beaucoup moins. Vous voyez, j'ai tous mes articles de la semaine. Donc j'en ai 10. Donc évidemment, si je vais comparer ce qu'il y a sur mon site, bon bah voilà, comment créer une belle page de statut pour vos applications avec Snapping, il est bien dedans. Et si je remonte dans la semaine dernière, bon bah je vais tomber sur cet article sur Andy du 12 janvier. Aujourd'hui on est le 19, donc 7 plus 12, ça fait bien 19. Donc voilà, j'ai bien les 7 derniers jours d'articles de mon site. Donc ça c'est cool. En tout cas voilà, ça fonctionne comme ça, je récupère l'objet. Donc là j'ai un fichier le titre uniquement, mais après on a accès à toutes les valeurs de l'article, donc le lien ou la date. Donc par exemple si je relance, j'ai ici le lien de mon article, le titre, le lien et la date de publication. Donc ça c'est juste pour vous montrer comment on extrait les datas. Alors pour la petite parenthèse, ce que je suis en train de faire comme code là, c'est carrément mieux que ce que j'ai codé avant, parce que depuis c'est un peu plus clair dans ma tête, donc j'ai réussi, voilà, donc là ce que je suis en train de faire avec vous, finalement ça va peut-être devenir mon futur script de génération de newsletter, parce que moi dans le mien, ce que j'avais fait était un peu plus tordu, c'est-à-dire que je récupérais carrément les dates, et je récupérais la date de lundi dernier, de lundi d'aujourd'hui, etc. Je faisais plein de comparaisons dans tous les sens, de dates notamment, je travaillais beaucoup sur les dates, et là en fait avec juste un data query, on récupère que ce dont on a besoin. Et comme j'envoie la newsletter à heure fixe, enfin une fois par semaine, forcément ça tombera toujours juste. Maintenant cette liste là d'articles, je vais en faire une liste HTML que je voudrais incruster dans ma newsletter. Alors ma newsletter, j'ai fait un template, il est là, je vais vous l'ouvrir pour que vous puissiez voir la tête qu'il a. Voilà, donc le voilà le template, hein. Donc en fait j'ai params.title qui est mon titre, params.intro qui est mon intro, params.html qui est ma liste. Donc ça c'est moi qui ai mis les paramètres, ça c'est le sponsor, on s'en fout là pour l'instant. Donc ça c'est le rendu en fait de ma newsletter, de mon template de newsletter. Donc j'ai pris juste la page HTML du template. Pour la petite histoire, je l'ai faite, le template je l'ai fait sur Sendinblue et après j'ai récupéré le HTML de Sendinblue. Comme ça au moins je suis sûr que ça passe bien. Donc ça c'est du pur code HTML, pas moi qui l'ai fait, mais par contre je l'ai édité. Donc si par exemple je cherche params.title, vous voyez ici dans le titre, donc ça c'est le titre, j'ai ça, params.title. C'est un espèce de tag si vous voulez, donc moi j'ai mis params.title, mais ça peut être ce que vous voulez. Donc c'est mon tag pour dire là il y a mon titre. Si je cherche un peu plus bas, j'ai params.intro, là il y a mon intro, et params.html, là il y a ma liste d'articles. Donc le but du jeu pour moi, ça va être de générer une liste HTML de mes articles et d'aller chercher ce paramètre params.html dans le template et de le remplacer en fait tout simplement. Donc je remplace ce texte params.html par une vraie liste HTML qui contient tous mes articles. C'est juste ça. Donc j'ai besoin d'une deuxième fonction que je vais mettre ici et que je vais appeler create HTML list. Et cette fonction, je vais tout simplement lui passer ma liste d'articles, donc post évidemment. Donc ce truc là qui va parcourir ma liste, quelque part j'en ai plus besoin ici dans ma fonction main, mais c'est quelque chose que je vais réintégrer dans ma fonction create HTML list. Donc je l'enlève et là en fait je vais regarder ce que Copilot m'a proposé. Donc en gros il initialise une variable à vide HTML et là il parcourt ma liste. Donc for post in post, hein, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure, et là il ajoute une ligne à chaque fois de HTML et donc il m'a créé une liste avec le lien et le titre tout simplement, et il renvoie ce format HTML. Donc maintenant moi si je fais un appel de la fonction, je vais l'appeler HTML ou HTML list, hein, je l'appelle comme je veux, et je lui dis voilà, appelle create HTML list et passe lui mon objet qui contient tous mes posts d'articles. Et ensuite si je veux afficher cette liste, je fais tout simplement un print HTML list. Je vais relancer et là vous voyez il m'a fait une liste HTML qui contient bien des LI avec le lien, le titre, les petites balises, etc. Donc j'ai tout ce qu'il me faut ici. Maintenant cette liste HTML, je voudrais la remplacer, la remettre dans mon template. Template que je vais pas en fait modifier le fichier du template puisque c'est un template, hein, je vais l'utiliser tel quel, mais ce code HTML, je vais m'en servir, enfin le code HTML du template plus de ma liste que je viens de générer, c'est ça que je vais envoyer un peu plus tard à Sendinblue pour lui dire voilà, crée une newsletter et je vais lui balancer tout le contenu du HTML et je dis voilà, c'est ça que je t'envoie. Mais on n'est pas encore à cette étape là, donc on va pas s'enflammer. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais créer une fonction qui va venir modifier mon template. Donc ma liste HTML, j'ai pas besoin de l'imprimer ici. Je vais créer une nouvelle fonction que je vais appeler newsletter content. Et dedans, pour l'instant, je vais juste lui passer ma liste. Bon, il me met un petit texte par défaut, on verra ça après. Et moi, maintenant, je vais mettre dans contenu, donc ça va être le contenu newsletter content qui va contenir, enfin qui va recevoir comme paramètre HTML list. Et je vais faire simplement un return content.
Donc là, dans ma fonction, qu'est-ce que je vais lui dire? Déjà, le contenu, je vais l'initialiser à 0. Très bien. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que je vais ouvrir mon template. Donc pour ouvrir mon template, je vais faire with open et il s'appelle seed template général. C'est peut-être un peu pompeux, donc je vais le renommer. Je vais l'appeler newsletter ou plutôt template. Voilà, template.html. Et donc moi, je vais ouvrir avec la fonction open template.html, virgule, et là je mets entre guillemets un R pour dire qu'en fait je vais l'ouvrir en lecture seulement. Et je vais l'appeler f. Donc ça fait as f deux points. Voilà. Donc là f, en fait c'est ma variable qui va contenir le code, enfin, le contenu de template.html. Bon ça c'est pas bon, je l'enlève. Et ensuite, enfin c'est pas bon, si c'est bon, mais j'ai pas envie de l'appeler content. Quoique, en fait je vais laisser content. Donc en fait là, si je fais, si je laisse que ça, voilà, si je laisse que ça, je vais faire par exemple ici print content. Donc je vais imprimer le contenu en fait de ce qu'il y a là-dedans. Donc là, si je le lance, ça va me faire un gros charabia de HTML. Voilà, donc il y a tout mon code HTML qui est ressorti là-dedans. Donc ça, c'est bien. Mais j'ai toujours dans ce code params.html par exemple. Voilà, j'ai toujours cette valeur-là. Normalement, ça devrait être ma liste. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais remplacer cette valeur-là par ma liste HTML. Et alors pour faire ça, c'est simple, je vais faire content égale content.replace pour remplacer en fait dans le contenu. J'ouvre la parenthèse et je lui passe params.html paramètre. Donc ça, c'est vas-y, dans mon texte, tu cherches params.html et tu le remplaces par quoi? Bah, tu le remplaces par ce que je t'ai donné en entrée, c'est-à-dire la liste. Voilà. Donc là, tu remplaces la liste. Je sauvegarde, je relance mon script et là, j'ai encore mon charabia de HTML qui apparaît. Sauf que si je remonte un peu dedans, vous voyez, j'ai alors juste avant, j'avais mon params.intro qui était là, mais j'ai plus mon params.html, il est remplacé par cette liste d'articles. Qui veut dire que si je rouvre à nouveau, alors là, non, ça c'est pas écrit dans le template, donc je pourrais pas vous l'afficher, mais voilà, si je copier-coller ce code-là et que je l'affichais dans un template, enfin dans un navigateur, j'aurai un résultat avec ma liste en fait d'articles tout simplement. Donc ça, je l'ai fait pour l'HTML, c'est cool. Mais moi maintenant, ce que je veux mettre, c'est pas juste la liste d'articles. Je veux une introduction et je veux un titre à la newsletter. Donc je vais faire content égale, je remplace params.title par Corben newsletter, très bien. Et ensuite, je remplace params.intro par ceci et mon intro. Donc si je régénère, alors si j'ai des erreurs, dans mon code HTML, je vais trouver ceci et mon intro, on le voit ici. Et puis un peu plus haut dans le titre, j'ai ici Corben newsletter dans le H1, donc dans mon titre. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de me croire sur parole, donc je vous propose c'est qu'on fasse un truc un peu plus visuel. Au lieu de l'imprimer le résultat du HTML dans la console, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau fichier HTML. Donc pour ça, je vais faire with open newsletter.html, hein, c'est un fichier HTML qui n'existe pas. Newsletter.html, ça va être ma page. En écriture, c'est pour ça que je mets un W as f, et là, je vais juste écrire dedans, fwrite content. Donc je relance mon script, et voilà, là, il me crée un nouveau fichier HTML qui contient normalement mon texte. Donc j'affiche dans le Finder, et je vais l'ouvrir avec mon navigateur. Voilà, il est ouvert, et donc j'ai ici ma liste d'articles, ceci est mon intro, et Corben newsletter. Donc ça, c'est cool, mais maintenant, moi, ce que je veux faire, c'est quelque chose d'un peu plus complet, entre guillemets, puisque je veux un petit résumé avec OpenAI. Donc c'est là où ça devient intéressant, c'est qu'on va, avant de l'envoyer même à Sendinblue, on va faire avec, on va utiliser OpenAI pour pouvoir générer le titre, générer l'intro et générer des contenus pour tous ces articles. Je vais mettre en commentaire la sauvegarde de la newsletter, on verra plus tard si on s'en sert. Donc déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais lui faire de la place. C'est-à-dire que là, dans mon HTML, il va me générer ma liste des articles. Finalement, mon titre, je veux que ça devienne vraiment un titre. Donc je vais lui rajouter une balise H2, voilà, et ici H2, voilà, que je vais fermer. Donc slash H2. Donc là, j'ai un titre. Donc je vais mes titres avec le lien dessus. Mais ce que je veux maintenant en dessous, c'est le résumé. Donc je vais créer une balise PHP, voilà, dans lequel je vais mettre des XXX là pour mon résumé pour l'instant, pour vous montrer le rendu. Je vais réactiver ma fonction de sauvegarde. D'ailleurs, je vais tout le temps la laisser active, comme ça on pourra voir en live ce que ça donne. Je rafraîchis et vous voyez là, j'ai un titre en H2 avec un petit résumé en dessous. On peut faire mieux graphiquement, mais bon, voilà. Maintenant, ce petit résumé là, ça là, je voudrais que ça soit quelque chose qui ait été traité par OpenAI. Donc pour ça, je vais créer une nouvelle fonction, again, que je vais appeler summarize. Donc je vais appeler summarize et je vais lui passer un contenu d'article. Voilà, je vais lui passer un contenu d'article. Et je lui fais retourner un summary que j'initialise à 0. Donc pour l'instant, il n'y a rien, c'est une coquille vide. En gros, l'idée, c'est de lui passer le contenu de mon article, donc post.content. On voit pas forcément ici, mais voilà, si je mettais ici, par exemple, je ferme les guillemets, je fais plus post.content plus. Pour l'instant, j'ai pas appelé la fonction summary, c'est juste pour vous montrer. Si je rafraîchis ici, en fait, j'ai tout le contenu de mes articles dans les newsletters. Voilà, parce qu'en gros, je mets le titre, le lien, plus le post.content, donc vraiment tout le contenu. Donc c'est pas très intéressant, c'est un peu trop, on va dire. Bon, moi, ce que je veux, c'est en fait appeler la fonction summarize, qui veut dire résumé, pour qu'elle contienne le post, en lui passant le post.content dedans. Maintenant, j'ai ça là, j'ai le contenu article. Et donc maintenant, l'idée, c'est de le donner à bouffer à OpenAI. Vous dites comme vous voulez.
Donc ce summary, je le mets à 0 et ensuite on va créer un objet, on va créer une fonction qui va appeler OpenAI. Donc on va faire summary égale OpenAI.completion.create, ça ouvre une parenthèse et on ferme les parenthèses. Alors OpenAI est souligné en jaune parce que je ne l'ai pas importé. Donc je vais importer OpenAI dans ma liste des imports là-haut. OpenAI, je sauvegarde et normalement il n'est plus souligné. Voilà. Donc là maintenant je vais créer en fait une requête que je vais donner à OpenAI. Alors comment on fait pour créer une requête pour OpenAI? Bah c'est ça. On va d'abord lui spécifier un engine, c'est-à-dire un moteur. Alors tout ça, ça va coûter des sous. Hein. C'est-à-dire que vous devez avoir une clé OpenAI. À chaque fois que vous l'utilisez, vous allez faire des requêtes vers OpenAI, vers ChatGPT. Ça va vous coûter du pognon. Donc là, ils ont plusieurs moteurs. Ils ont DaVinci, ils en ont d'autres, etc. Celui utilisé par GPT-3, il s'appelle text-davinci-003. Sur votre compte OpenAI, pour ça que j'ai ouvert ça, on a un playground. Donc le playground, c'est un peu ce que je suis en train de faire. C'est pour tester les requêtes, etc. Et on a des exemples, des choses comme ça. Voilà. Donc ça, c'est un exemple, par exemple. Et on voit ici surtout les modèles qui sont disponibles. Donc on a Text DaVinci 003, Text Curie, Text Babbage, Text Ada, etc. Et il y a un petit résumé de chaque modèle utilisable à côté. Donc les forces de Ada, par exemple, c'est de pouvoir parser du texte, de faire de la classification, de mots-clés, etc. Babbage, il est plutôt pour de la recherche sémantique et de la classification modérée. Curie, c'est pour faire de la traduction, de la classification plus complexe, du résumé. Donc typiquement, je pourrais utiliser Curie aussi, ce qui me coûterait un peu moins cher. Et DaVinci, là, c'est plus compliqué. Enfin, en tout cas, c'est plus complexe. Il fait de la génération créative. Il permet de faire du résumé pour une audience. Donc, c'est peut-être aussi ça que je veux. Il comprend les causes et les effets de ce qu'on lui donne, etc. Donc, moi, je vais rester sur Text DaVinci, mais avec Text Curie, vous pouvez aussi expérimenter et vous paierez moins cher. Donc, ça dépend un peu. Il faudra faire des tests de résultats. Donc, je précise que je vais utiliser cet engine-là. Ensuite, je vais lui donner un prompt. Alors, le prompt, hein, vous savez ce que c'est si vous avez déjà fait un peu de chat GPT, c'est la phrase la question qu'on va lui poser. Et là, mon prompt, je vais être un peu créatif, c'est-à-dire que je vais lui dire, je vais pas juste passer le contenu de l'article, pas lui dire je veux contenu article et basta, parce qu'il va pas comprendre ce que je veux. Donc je vais lui dire que je veux un résumé de 2 lignes, je lui dis en français. Hein. Et après, bon, ça c'est moi, c'est mon ressenti, c'est moi qui fais comme ça, mais vous pouvez faire autrement en fonction de ce que vous voulez. Vous pouvez demander un truc formel, vous pouvez demander un truc. C'est vous qui voyez, vous interagissez avec le GPT-3 comme vous voulez. Mais moi, je veux un résumé de 2 lignes de mon article. Je veux que ce soit écrit dans un style cool et détendu, proche du lecteur, d'accord, virgule, le texte suivant, afin de donner envie de le lire, d'accord. Donc voilà. Et j'ajoute un petit retour à la ligne à la fin. Donc là, voilà, là, il va prendre mon contenu et je passe comme prompt un résumé de 2 lignes. J'ai enlevé les virgules, hein, dans un style cool et détendu, proche du lecteur. Je peux même mettre résume en 2 lignes, dans un style cool et détendu, proche du lecteur, le texte suivant, afin de donner envie de le lire. Voilà. Et vous ajusterez en fonction de ce que vous voulez. Ensuite, on a une notion de température. Alors, température, pour simplifier, c'est un peu la créativité du truc. Plus c'est élevé, la 0,9, plus il va faire le fifou. Plus vous vous rapprochez de 0, plus ça va être très collé à votre texte. Moi, je vais faire une moyenne, je veux pas non plus un truc trop foufou, je vais mettre 0,5. Ensuite, on a le nombre de tokens. Le nombre de tokens, en fait, c'est ce qu'on va dépenser pour faire ce résumé. Si vous mettez par exemple 50 tokens, vous serez trop short. C'est-à-dire votre résumé de 2 lignes, il sera coupé avant la fin. Il y aura pas assez de mots, en fait, de caractères. Donc moi, j'ai estimé, en faisant différents essais, que pour avoir un résumé de 2 lignes qui passe, on était à 128. Si vous mettez trop, c'est pas grave. Mais ça sera pas consommé non plus. Si votre résumé de 2 lignes, il consomme que 100 tokens et que vous mettez 128, vous dépensez que 100 tokens, pas 128. On a ensuite le paramètre top underscore p égale à 1. Alors, top p, c'est un peu comme la température, si vous voulez. Enfin, la température, c'est pour contrôler un peu le degré d'aléatoire dans la génération de texte. Parce qu'il faut comprendre comment fonctionne GPT-3, enfin, en tout cas, OpenAI, etc. Il va écrire les mots au fur et à mesure et va mettre derrière chaque mot un nouveau mot qui sera le plus probable en fonction de ce que vous avez demandé. Et à la fin, vous aurez un truc cohérent. Top P, il vient pondérer un peu ça en y ajoutant de la créativité un peu plus. Voilà. Donc après, c'est à vous de faire des réglages. Moi, je laisse le top P à 1. J'ai pas trop cherché, je vous avoue, sur les réglages là-dessus. Moi, ça me convenait. Mais vous pouvez, par exemple, baisser le top P, donc le mettre à 0,2 par exemple, et augmenter la température. Enfin voilà, c'est à vous de voir comment vous dosez. Vous pouvez faire différents essais. Je vous conseille de les faire dans le playground si vous voulez avoir les résultats tout de suite sans avoir à repasser directement dans votre script. Ensuite, on a ce qui s'appelle des pénalités de fréquence et de présence. Donc on a fréquence penalty et présence penalty. Là, je les ai mis à 0. Ça permet de contrôler le niveau de répétition de GPT-3. En gros, si vous le mettez à 1, vous aurez, ça esquivera un maximum les répétitions. Donc, vous aurez un texte plus humain, entre guillemets, puisque une chose qui a été dite ne sera pas redite. Après, on est sur 2 lignes, donc ça reste quand même limité, mais si vous voulez faire des résumés conséquents et vous voulez éviter que le truc se répète, il faut augmenter la fréquence penalty, la présence penalty. Je vous laisserai creuser ça si vous voulez aller un peu loin dans le truc. Et donc, ce mari là qui va m'arriver dessus, en fait, moi, ce que je vais avoir en retour, c'est un espèce
espèce de tableau JSON. Et donc, je vais juste renvoyer return summary.choices 0.text. Voilà, ça va juste m'en renvoyer avec le contenu. Donc, maintenant que j'ai ça, j'ai cette fonctionnalité summarize, contenu article, je l'appelle ici. Et bah, je vais lancer mon script et on va voir ce que ça donne. Donc là, il me fait une erreur, il me dit j'ai oublié une virgule. Effectivement, en fait, dans ce tableau ici, vous voyez, il y a des virgules à la fin de chaque paramètre et j'ai oublié de le mettre à la fin ici de mon prompt. Donc, je rajoute ma virgule et je relance. Et là, il me dit t'as pas mis de clé API. Effectivement, j'ai pas mis de clé API. Je l'ai pas précisé. Donc, en fait, je vais le mettre tout en haut du script parce qu'il n'y a pas besoin, mais en gros, voilà, j'appelle OpenAI.API key égale variable.OpenAI key. OpenAI key. Donc, en gros, je stocke dans OpenAI, enfin, je mets dans l'objet OpenAI API key la valeur de ce que j'ai dans mon fichier variable. Vous savez, qui contient toutes mes variables. Je sauvegarde, je relance. Et là, ça a pris un petit peu de temps. Donc, ça a pris un petit peu de temps parce qu'en fait, il a fait des allers-retours avec OpenAI pour dire résume en 2 lignes l'article numéro 1, résume en 2 lignes l'article numéro 2, etc. À la fin, il a généré le fichier newsletter.html et donc maintenant, bah, moi, je vais l'ouvrir et voici ce que j'obtiens. Donc, j'obtiens un résumé cohérent avec le contenu de chacun des articles. Donc, voilà, par exemple, Andy, le génie IA qui répond à toutes vos questions, eh bien, il fait un résumé. J'ai mis 2 lignes. Est-ce que c'est 2 lignes, 2 phrases, 3 phrases? Bon, c'est assez variable, mais ça reste un petit texte quand même. Voilà, par exemple, Cytopia, un jeu libre à SimCity, mais revivez l'expérience de SimCity 2000 avec Cytopia et découvrir un monde, etc. de possibilités. Donc là, on voit que ça marche bien. J'ai mon intro, c'est nickel. C'est trop cool, non? Enfin, en tout cas, moi, je suis super content. Et donc là, pour le coup, j'ai une newsletter qui peut être générée automatiquement, mais qui est pas chiante parce que c'est pas tout le temps la même chose, contrairement à la première newsletter que je vous ai montré tout à l'heure. Maintenant, je voudrais générer un titre et une intro. Alors, pour faire ça, je vais créer 2 autres fonctions summarize, en fait. Donc, je vais juste changer les prompts. Alors, je pourrais, on va dire, effectivement, rationaliser un peu tout ça en mettant le prompt par exemple, lui passer ça, là, comme ça, et mettre ici, summarize, prompt, voilà. Comme ça, j'ai juste prendre ça, par exemple, à cette ligne ici. On va la rationaliser, ça sera mieux, c'est plus propre. Ici, mon prompt sera égal, donc, dans la création de la liste HTML, mon prompt, c'est bien résume en 2 lignes, blablabla, voilà. Et c'est post content, voilà. Et donc là, je lui passe directement le prompt ici, finalement. Voilà. Donc, en gros, ce qui se passe là, c'est que je fais un prompt en lui disant résume en 2 lignes le texte suivant, donne envie de le lire. Je vais mettre 2 points là, et je lui passe tout le contenu de mon article. Donc déjà, on n'est pas au bon endroit par contre parce que on va être dans la boucle. Donc on prend ça et je mets ça ici dans la boucle pour chacun de mes posts. Pour chacun de mes posts, je vais faire un nouveau. Il va venir écraser le truc. Et ensuite, j'appelle la fonction summarize. Bon, très bien. Et donc quand je reprends ma fonction summarize, j'ai même pas besoin de passer le contenu de l'article puisqu'il est déjà dans mon. Donc j'enlève ce que j'avais mis et je fais summarize. Et ici, j'ai juste passé le prompt, enfin, la variable contient le. Voilà. Donc là, si je le relance, normalement ça devrait fonctionner, pas de souci. Je vais me retrouver avec plus ou moins les mêmes. Bon, je vais pas le relancer parce que faut savoir qu'une newsletter générée comme ça coûte à peu près à chaque génération 30 centimes avec OpenAI. Donc comme moi, je la fais une fois par semaine, ça me compte cents. Enfin, j'ai centimes, mais c'est des cents, 30 cents par semaine. Je vais attendre un peu avant. Je vais travailler sur le titre et l'intro avant de me lâcher sur le reste. Donc maintenant que j'ai ça, ici, il me manque le titre et l'intro. Qu'est-ce que j'ai comme contenu pour générer un titre et une intro? Eh bien, c'est simple. J'ai le contenu de ma liste d'articles HTML qui contient les petits résumés, les titres, etc. Donc, je vais d'abord créer un prompt titre égal. Je mets rien dedans pour l'instant et je vais faire un prompt résumé. Enfin, ou plutôt un prompt intro. Voilà, intro et je mets rien dedans. Et je vais passer en fait le prompt titre ici et le prompt intro pour mon intro ici. Voilà. Et maintenant, moi, dans ce prompt, je vais voir un peu ce que je vais mettre. Et ici, prompt titre, en fait, c'est pas prompt titre, c'est summarize. Je vais lui passer prompt titre et summarize prompt intro. Voilà, ça c'est bon. Et donc, qu'est-ce que je vais mettre comme prompt pour ces 2 trucs-là? Eh bien, c'est simple. Pour mon intro, je vais faire le texte suivant. Je lui mets rédige un texte d'introduction en HTML de 3 lignes à la première personne du masculin, donc je, bonjour. Place chaque phrase dans une balise P. Le texte doit être positif, enjoué et sympathique pour ma newsletter, qui donne envie de lire la newsletter. Base-toi sur le contenu suivant, et c'est là où je passe le contenu en fait de la liste. Donc c'est liste, on met un petit plus pour voilà, fermer tout ça. Et voilà, donc ça c'est mon prompt d'intro, donc il va rédiger un texte d'introduction à partir de tout ça. Très bien. Et pour mon titre, je vais préciser aussi l'anti-slash à la fin là, voilà, anti-slash n pour le petit retour à la ligne. Et alors pour le titre, eh bien, je vais utiliser le prompt suivant qui dit j'ai besoin d'un titre pour une newsletter. Ce titre doit cibler le sujet le plus intéressant du texte suivant et doit être sous la forme d'une phrase courte et impactante qui donne envie de cliquer pour ouvrir la newsletter. Cette phrase doit faire entre 3 et 8 mots. Donc je la limite parce que c'est un titre. Plus un emoji maximum. Pas de balise HTML dans ce titre. Je ferme et je lui passe. Donc c'est pas HTML liste, mais là c'est liste tout court. Voilà, liste. Les guillemets sont fermés à la fin et voilà. Maintenant, je vais tester tout ça. Je vais lancer la génération de ma newsletter en espérant qu'il n'y ait pas d'erreur. Et ça va mettre évidemment un petit peu de temps puisque il doit passer dans tous les posts, tous les articles et ensuite utiliser la liste pour faire le texte d'intro et le titre. C'est terminé. Je rouvre mon template de newsletter, je rafraîchis et là, vous voyez, il me fait un titre avec ce qu'il estime être le truc le plus intéressant. Donc découvrez Andy. C'est un peu nul comme titre, je le reconnais, mais bon.
bon, après, c'est à moi de faire des réglages. Hein. Et il me fait un texte. Bonjour, je suis heureux de vous présenter ma nouvelle newsletter qui regorge d'informations intéressantes sur les outils et technologies modernes. Dans cette édition, je parlerai des meilleurs moyens de créer une page de statut pour vos applications avec Snapping, du site crop source pour carrer facilement vos images en un clin d'œil et bien plus encore. Donc voilà, il m'a fait une intro, il m'a fait un texte, tout ça en IA, généré comme ça. Donc là, je peux dire que j'ai terminé, si vous voulez. Terminé, ma newsletter est prête à être envoyée. Alors moi, la vraie newsletter que j'envoie, je l'ai agrémentée avec des textes fixes, entre guillemets, c'est-à-dire que je rajoute un petit message qui dit on peut me retrouver, je rajoute un petit picto que les gens cliquent dessus pour s'abonner au Patreon, etc., etc. Mais bon, voilà, sur le contenu newsletter, on est prêt. Et donc maintenant, ce contenu, ce qui est dans Content, hein, parce que là, je l'écris dans une page HTML, mais l'idée, c'est de l'envoyer ensuite à Sendinblue, bah on va l'envoyer à Sendinblue. Donc je vous propose qu'on passe à la dernière partie, qui est l'envoi, tout simplement la programmation de cet envoi. On veut l'envoyer à une date précise. Et alors pour faire ça, il va falloir une nouvelle fonction. Et donc cette fonction, on va l'appeler Send Newsletter. Je vais donc vous apprendre à se connecter à Sendinblue, hein, tout simplement. Donc on va déjà initialiser, c'est un peu comme avec OpenAI, il faut initialiser la clé API. Donc on va créer un objet configuration dans lequel on va rentrer sib_API_v3_SDK.configuration. Le truc c'est que là, vous voyez, c'est encore souligné, ça veut dire que j'ai pas fait les imports. Donc évidemment, on va importer ce dont on a besoin. Donc c'est le package Sendinblue hein, qu'on a importé tout à l'heure, donc c'est sib_API_v3_SDK. Normalement, juste ça devrait être suffisant, donc on va voir. Donc là, c'est bon, il n'y a plus rien de souligné, j'ai ma configuration j'ai un objet configuration. Dans cet objet configuration, maintenant, je vais lui donner une clé API. Donc configuration.api.key, on ouvre les crochets, ça c'est par rapport à la doc de Sendinblue, hein. Donc voilà, si c'est Medjet, si c'est autre chose, bah vous changez d'API complètement, donc ça sera pas exactement la même chose. Et donc là, je stocke ma clé API de Sendinblue je lui indique quelle est la bonne clé à utiliser, quoi. Voilà, pour simplifier. Et maintenant, je vais créer une instance. Donc pour faire ça, on fait API_instance égale SIB API V3 XDK, etc. Sauf qu'on lui appelle le SMTP et on lui passe la config avec donc la clé en fait, la config complète, quoi, l'objet complet. Et maintenant, ce que je vais faire, alors déjà send newsletter, il manque un truc, il manque le contenu. Donc je vais lui mettre un contenu et ici moi en fait, je vais appeler ma variable. Donc c'est send newsletter content. Voilà, je lui passe mon contenu. Donc tout le HTML en fait finalement que j'enregistre dans ici un vrai fichier HTML, je vais plus l'enregistrer en fichier HTML. Enfin là c'est juste pour vous montrer, mais je vais le balancer à la fonction send newsletter. Donc configure les accès à Sendinblue et ensuite je vais créer une nouvelle campagne. Alors pour créer une nouvelle campagne, je vais faire email_campaign avec s égale et là j'appelle la fonction create smtp email de l'API. À partir de là, je peux construire mon message en fait que je vais envoyer à Sendinblue. Donc je vais construire mon mail. Alors dans mon mail, il me faut un titre. Donc je vais faire name égale et là mon titre c'est title. Sauf que le titre, je l'ai généré tout à l'heure. Ici, je l'ai remplacé summarize prompt titre, mais je l'ai pas mis dans une variable que je pourrais utiliser après. Donc je vais quand même le stocker dans une variable titre. Donc je vais faire titre égale summarize prompt titre. Donc là en gros, il va me résumer le texte que j'ai demandé et après pour remplacer, histoire de pas le faire tourner une deuxième fois parce que appeler l'API OpenAI ça consomme des crédits, je vais juste faire titre ici, voilà, comme ça je garde la même chose. Donc ça va être le titre de ma newsletter hein, tout simplement. Ici dans le return, je vais ajouter un titre aussi, donc je retourne le contenu et le titre. Je peux donc parfaitement retourner plusieurs choses, donc ici je retourne le contenu et je retourne le titre. Je vais plutôt faire l'inverse, je vais d'abord retourner le titre, virgule le contenu, c'est plus logique dans l'ordre. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, newsletter content, en fait, si je veux le contenu, il faut que j'appelle la valeur numéro 1. Donc en fait, je rajoute des crochets et je mets 0 pour avoir le titre. Donc là du coup, je veux le contenu là-dedans, je vais le mettre. Je vais pas faire comme ça parce que là, ça voudrait dire que après, si je fais titre, j'appelle une deuxième fois ma fonction. Donc c'est pas ça qui m'intéresse. Je vais carrément lui mettre l'objet content. Et donc moi, quand j'envoie ma newsletter, je vais faire un print pour voir déjà ce que j'ai dedans. Donc on va faire un print content valeur de 0, voilà, et un print content valeur de 1. Je n'envoie plus ma newsletter et ici, je ne sauvegarde plus mon truc. Je vais juste faire un print et je vais relancer. Alors évidemment, ça va me reconsommer quelques crédits au niveau de OpenAI, mais c'est pas grave. Parce que je le fais pour vous, pour vos beaux yeux, tout simplement. Vous me coûtez cher, mais vous me le rendez tellement. Allez, je lance et on va voir ce que ça donne. Une erreur ligne 72. Et oui, parce que j'ai pas fini ma fonction ici, évidemment. Donc je reprends ça après, j'agrandis un peu mon terminal pour qu'on y voit un peu plus clair. Et je patiente. Ça peut être plus ou moins long. En fait, ça dépend de votre prompt, la quantité de contenu que vous injectez et évidemment de OpenAI. Voilà, et donc là, j'ai mon contenu qui s'est affiché, tout le contenu de la newsletter. Donc on voit que le titre là a changé. Ici, voilà, le titre global de la newsletter, c'est SCI Sidekick. Et si je remonte en haut, je devrais avoir le titre SCI Sidekick qui se balade tout seul juste avant le HTML de ma page. Mais bon, là, le terminal est limité, je peux pas remonter plus haut. Il aurait fallu que je fasse autrement, mais bon, ça m'encourage. Enfin, vu que j'ai le contenu du texte, je me dis que je dois bien avoir le contenu aussi du titre ici. Donc
moi, ce que je fais là, c'est que je vais stocker dans titre le titre et je vais stocker dans, je vais l'appeler HTML pour le contenu de la page. Voilà, HTML. Et en fait, j'appelle ma fonction send newsletter. Sauf que là, qu'est-ce que je vais lui envoyer? Je vais lui envoyer le titre et le HTML. D'accord? J'envoie les deux. Je reviens au niveau de mon HTML et là, j'ai le titre et le HTML. Très bien. Donc maintenant que j'ai ça, j'ai le titre et le contenu de ma newsletter, je vais pouvoir forger mon message. Donc name, ça c'est le nom qu'on donne à notre campagne. Comme je vais pas lui créer un nom spécifique, je vais lui donner le titre. Le sujet, ça va être le titre, c'est le sujet du mail. L'HTML content, donc c'est-à-dire le contenu de mon email, ça va être HTML évidemment. Ensuite, l'envoyeur, le sender, donc c'est SIB API underscore v3 machin send SMTP email sender. Alors ça c'est pas la fonction que j'avais utilisée moi dans mon code initial, donc je vais la tester quand même, mais si ça fonctionne pas, on sera pas étonné, on va tester. Alors corben@corben.info, ça c'est mon email. Je referme la parenthèse, je mets une virgule évidemment. On pourrait préciser un reply to, on va le mettre, hein, ça mange pas de pain. Donc je mets un reply to et ensuite je me dis mais à qui je vais écrire. Et là je vais pas écrire à une personne parce que là il me dit tu veux envoyer à qui, tout machin etc. Il me propose de mettre l'email d'une personne. Mais moi en fait je vais spécifier un récipient dans lequel je vais, par récipient, un destinataire si vous voulez, mais ça vous l'appelez récipient, mais surtout vous ouvrez les petits crochets et là je vais lui dire voilà je veux que le destinataire ça soit list ID. Et ça c'est ma liste côté Sendinblue de gens qui vont recevoir. Quand vous inscrivez à ma newsletter, vous vous abonnez, enfin vous rentrez dans une liste de laquelle vous pouvez vous désinscrire évidemment, mais vous rentrez dans une liste qui a un ID qui est la liste 16. Alors je sais pas pourquoi l'ID 16, hein, parce que j'ai dû faire plein d'essais avant, plein de trucs, etc. Mais bon voilà, j'ai cette newsletter, enfin cette liste de diffusion en fait qui a un ID 16. Donc si vous avez créé une liste d'inscription côté Sendinblue pour les gens, pour qu'ils s'abonnent à votre newsletter, elle a un ID, vous mettez l'ID ici à la place de 16. Ensuite, on peut ajouter diverses choses, comme par exemple le to field. Ça, c'est le champ d'envoi en fait, à qui on va l'envoyer. Donc en gros, la liste ID, souvent les gens ils mettent leur nom, leur prénom, etc. Donc on peut par exemple spécifier, je vais mettre des guillemets, fname et lname. Donc first name et last name. Alors ça, c'est un truc, c'est les tags propres à Sendinblue. Hein. Donc ils en ont peut-être d'autres. Enfin bon, bref, ça c'est à vous de voir en fonction de vos besoins. Mais vous n'êtes pas obligé de le mettre, hein, c'est pas très grave. On peut ajouter des headers, on peut faire plein de choses. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est de lui mettre une date de programmation. Donc là, on va mettre schedule underscore at. Et là, on va lui mettre une date. Alors, je ne sais pas quelle date lui mettre, puisque en fonction du moment où j'envoie la newsletter, eh bien, c'est pas la même date, quoi. Donc, je vais devoir créer une fonction pour trouver quand sera le prochain lundi, finalement, pour programmer ces newsletters. Donc, l'idée, moi, c'est dans ma tête, c'est comme ça, mais après, c'est à vous de voir, c'est de lancer ce script le dimanche, en fin de journée, pour que lui puisse s'envoyer le lundi. Donc là, je pourrais dire, bah écoute, envoie-toi demain à 9h, puisque si je l'envoie tous les dimanches, j'ai pas besoin de trouver quel jour c'est lundi, je peux lui dire envoie-toi demain. Mais je veux vraiment que ça soit le lundi, parce que si jamais je fais tourner le script un samedi ou un vendredi, ou voilà, je sais pas, je veux que ça soit le lundi. Donc faut que je trouve un moyen de déterminer quand sera le lundi prochain. Actuellement, au moment où je vous parle, je n'ai aucune idée de comment je vais faire ça. Mais c'est pas grave, je vais trouver. Pour ça, je vais faire une nouvelle fonction que je vais appeler get next Monday date. Évidemment, OpenCopilot, c'est mon poteau, il est très intelligent et lui, il me dit voilà, tu devrais faire comme ça. Alors je vais regarder ce qu'il me propose. Hein. Donc déjà, je vais importer la datetime, ce qui permet de la librairie datetime, ce qui permet de manipuler des dates et des jours et des heures, etc. Et là, je vais regarder ce qu'il me fait. Donc avec datetime date today, on stocke la date d'aujourd'hui dans la variable today et ensuite on ajoute une semaine à la date d'aujourd'hui. Donc c'est aujourd'hui plus une semaine et ensuite en utilisant la méthode weekday qu'on voit ici, on soustrait le jour de la semaine actuelle, c'est-à-dire qu'on a 0 c'est lundi, mardi c'est 1, mercredi c'est 2, etc. Donc on lui soustrait le jour d'aujourd'hui pour retomber sur lundi. Je sais pas si j'étais super clair, même moi c'est limite au niveau compréhension, mais bon, visiblement c'est la bonne fonction. De toute façon on va vite le voir. Donc voilà, grâce à cette fonction, on peut déterminer si on est lundi, sans souci. Donc cette fonction retourne le lundi, très bien. Donc maintenant, on va vite voir hein, si on tombe bien sur lundi prochain. Donc je vais appeler cette fonction ici. Mon email est maintenant formé, ok? J'ai tout le contenu que je veux dedans, normalement j'ai tout. Maintenant je vais l'envoyer. Donc pour l'envoyer, on va faire un try parce que parfois ça se passe pas comme on veut. Try ça veut dire on essaye de l'envoyer et puis si ça marche pas, on met un message d'erreur. Mais ça fait pas cracher tout le programme, c'est ça l'avantage. Donc là c'est bien que Copilot me propose des trucs, donc je vous explique un peu ce qu'il me propose. Il me dit API response, donc ça c'est la réponse de l'API. C'est quand on voit la campagne, quand on voit le mail, ça stocke la réponse dans cette variable là et on affiche la réponse. Donc là il va dire success ou fail ou si l'essai ne fonctionne pas, on a une exception qui est catchée, qui est attrapée, c'est-à-dire que voilà, quand on a un souci, on peut, si par exemple l'API est mal appelée, s'il y a un problème, etc., je vais pouvoir afficher un message d'erreur qui va donner le contenu de la transaction, etc., pour mieux voir ce qui a déconné au final. Alors on voit que API exception est souligné, ça veut dire qu'il va falloir
que j'importe le truc qui manque là-haut. Donc j'ai déjà importé ceci, mais du coup, il va falloir que j'étende un peu. Et là, il me le propose, hein, mais c'est en gros, c'est ça. C'est from sib API v3 sdk.rest import API exception. Donc on importe la possibilité de recevoir les exceptions, d'avoir les exceptions dans mon programme. Donc là, voilà, j'ai le try qui se passe avec normalement tout ce qui... Je fais une dernière vérification, send newsletter, voilà, je la sauvegarde plus. Et maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on lance tout simplement le script et qu'on aille voir côté Sendinblue ce que ça donne. Alors pour le moment, Sendinblue, moi, j'ai rien. Bon, je vois les trucs programmés. Donc ça, c'est toutes mes newsletters programmées pour les Patreons. Lundi prochain, on doit être le 23, donc elle devrait arriver à ce niveau-là. Donc on va rafraîchir, on verra après. Donc moi, je lance mon script et je patiente. Pendant que je patiente, je me dis que là où je risque d'avoir un petit gaufrage, c'est sur la date de lundi prochain. Parce que la date ici, je ne sais pas si elle est correctement formatée par rapport à ce qui est capable de prendre Sendinblue. Donc on va voir. J'aurai peut-être de la chance. Sinon, il faudra que je change la manipule, en fait, cette date, pour lui donner une tête pour que, voilà, elle puisse être compatible avec ce que Sendinblue peut accepter en entrée. Alors ici, j'ai une erreur. Il me dit que Sendinblue n'a pas d'attribut SMTP API. Donc là, je me suis fait balader, en fait, par Copilot. Pas fait attention, j'ai pas été vigilant. C'est pas la bonne fonction pour envoyer l'API. Enfin, pour envoyer l'email. Donc en fait, là, ce que je vais utiliser, et là, je vous invite à vous référer à la documentation, c'est email campaigns API. Voilà. Et là, c'est bon, je vais pouvoir relancer. J'aurais perdu quelques crédits côté Sendinblue, mais c'est pas grave. Côté Open API, mais c'est pas grave. Une fois encore, je vous montre un peu toutes les erreurs que je rencontre parce que ça vous permet de mieux comprendre déjà ce que je suis en train de faire. Hein, c'est pas magique. Et puis ensuite, ça vous montre aussi que même si j'utilise des outils d'IA comme Copilot pour m'aider à écrire le code, c'est pas non plus parfait. Il faut quand même réfléchir à comment on va structurer le truc et surtout quand on se repose sur des librairies externes, sur des bibliothèques comme celles que j'ai importées notamment pour Sendinblue, on n'a pas forcément, Copilot n'est pas forcément à jour de ce côté-là. Donc le mieux c'est de se référer à la doc, tout simplement. Donc là j'ai encore une nouvelle erreur, mais cette fois-ci je pense que ce n'est pas de ma faute. Il me dit que le service OpenAI n'est pas disponible, il est overloaded. Et donc ça fait cracher mon programme. Pour éviter ça, ce que je peux faire, c'est mettre en fait ma fonction qui appelle OpenAI dans un bloc try except pour gérer l'exception. Donc ce que je vais faire, c'est un try, 2 points. Je vais décaler ça d'un petit rang, voilà, et je vais rajouter évidemment un except. Alors le return aussi, il faut que je le décale, qu'il soit dans le try, et si ça plante, je rajoute une exception. J'imprime l'exception, et au lieu de retourner un summary vide, je vais retourner simplement error. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais carrément faire un break, en fait, je vais casser le programme. Comme ça, au moins, alors pour que ça break, je vais pas m'embêter, je vais carrément faire un 6.exit. Voilà, évidemment, il faut que j'ai un 6 ici. Je sais pas si on va pouvoir la tester, cette exception, puisque peut-être qu'au prochain lancement, OpenAI va fonctionner, mais en gros, là, ça quitte. C'est un peu de la merde, hein. Mais en gros, ça met fin à l'exécution du programme s'il y a une erreur. Ça évite de programmer une newsletter avec des messages d'erreur dedans. Je relance et je repatiente. Pour vous expliquer un peu aussi, pour vous donner un peu de contexte, vous le savez, hein, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, moi, je suis pas développeur, pas mon kiff le développement. Quand je code, c'est vraiment très utilitaire, hein. C'est pas parce que j'aime bien coder et que je trouve que le code, c'est de la poésie. Non, 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 moi, c'est juste parce que j'ai besoin de faire un truc, je vais le coder parce que, voilà, j'ai un truc dans la tête et j'ai envie que ça soit automatisé, j'ai envie que ça soit tic, etc. Donc, j'ai une approche très, on va dire, pratique du développement. J'utilise du Python parce que c'est le langage le plus approprié pour ce genre de truc, hein. Ce genre de conneries, c'est très très bien. Après, il y a d'autres langages que j'utilise quand j'ai besoin. Et comme je ne suis pas développeur, comme c'est pas mon truc de développer, soit ma passion et c'est pas mon activité principale, je me repose à la fois sur la documentation, évidemment, sur des exemples de code que je trouvais sur Internet. Et maintenant, grâce à ChatGPT et à GitHub Copilot, je peux aussi m'améliorer, etc. Donc j'ai encore une erreur, visiblement. Donc cette fois, c'est à la ligne 77. Allons voir. Et là, une fois encore, j'ai pas appelé le bon truc. J'ai créé un email, on va dire simple, mais moi, je vais faire une campagne. Donc je me suis planté parce que j'ai fait confiance à Copilot, j'ai pas été vigilant, même erreur que tout à l'heure, hein. Donc en fait, il faut utiliser create, email, et là, j'ai email campaign. Voilà, je vais créer une campagne email puisque je l'envoie à une liste, en fait, de diffusion. Donc ça, c'est important. Et je relance. Je suis assez content de mon code parce qu'en fait, il faut voir ce que j'avais fait avant. La version que j'utilise en prod actuellement, elle est beaucoup plus cracra. J'ai profité de cette vidéo quelque part pour réécrire un truc un peu plus propre, avec des fonctions, avec des trucs un peu carrés, moins monolithiques, etc. Donc après, moi, je vais encore l'améliorer. Je vais ajouter ce que je disais tout à l'heure, des petits éléments dans ma newsletter qui sont des éléments fixes. Donc pour faire ça, hein, c'est assez simple, hein. C'est-à-dire vous prenez le contenu du mail dans content. Je vais essayer de vous remontrer ça, mais ici, vous voyez, on fait un content.replace, etc. Bon, en gros, l'idée, c'est de rajouter des choses derrière. Encore une erreur, décidément. Donc 89. L'instance n'est pas d'envoyer un email de transaction, comme tout à l'heure. C'est le même problème que tout à l'heure. C'est create email campaign. Voilà. Est-ce que j'utilisais pas, j'ai pris les blocs comme une fois encore avec Copilot et j'ai pas utilisé les bons éléments de l'API
de Sendinblue. C'est pas grave. En termes d'optimisation, là, ce que je pourrais faire, par exemple, c'est ici au niveau de la génération du titre et de l'HTML, en fait, d'appeler les fonctions de génération du contenu au moment où j'envoie la newsletter. Enfin, au moment où je génère l'appel à la newsletter. C'est une autre façon de faire. Là, je le fais un petit peu avant parce que je l'ai détaillé comme ça pour vous. Et je passe les valeurs avec ça, en fait, finalement. Je lui passe les valeurs comme ça. Mais je pourrais appeler très bien cette fonction de génération directement dans la création, en fait, de l'envoi de la newsletter. Donc là, j'ai un message d'erreur, une fois encore. Une réponse avec un message d'erreur qui me dit que reply to email doit être valide. Donc moi, concrètement, reply to, je m'en fous. Je vais pas m'embêter avec ça. Donc je vais l'enlever. Hop, on fait le debugging ensemble hein, et je relance. Maintenant, on va voir parce que comme j'ai pas utilisé la même fonction ici que dans mon script d'origine, peut-être qu'il va se gaufrer aussi ici. Mais bon, je pense pas parce qu'il est passé juste après. Donc on va voir. On croise les doigts. Alors évidemment, faire générer une newsletter ou des tweets, etc. à une IA, ça peut ouvrir à quelques surprises si par exemple les textes correspondent pas trop à votre contenu, etc. Si elle est trop créative, si voilà, l'IA peut dire des conneries. Hein, faut faire attention. Donc c'est à vous de faire des tests. Donc là, pareil, la date n'est pas valide. Elle doit être retournée dans un format RFC 3339. Donc là, ma date, je vais essayer de voir un peu à quoi elle ressemble. Donc j'ai ma fonction get next Monday date. Ce que je vais faire, c'est que je vais pas envoyer une newsletter, mais je vais juste simplement imprimer la date. Alors je vais pas l'envoyer. Je vais mettre un peu tout ça en commentaire parce que j'ai pas envie de cramer des jetons OpenAI pour rien. Donc je mets tout mon code en commentaire. Pardon, vieux réflexe. Hop, voilà. Et je vais tout simplement appeler get next Monday date. Voilà. Et je vais l'imprimer pour voir un peu ce que ça donne. Je lance et là, voilà la date qui m'envoie. 23 janvier 2023 à ce format-là. Sauf que moi, mon format que je veux, c'est pas exactement celui-ci. Je vais aller sur l'API de Sendinblue et je vais taper date. Plutôt, je vais taper scheduled at. Donc là, voilà, j'ai un truc create post campaign. Donc ça, c'est un exemple, hein, c'est dans la doc. Et j'ai la date et regardez à quoi elle ressemble la date. Elle a ce format-là. Donc là, je connais un peu son format et je pense que je vais tricher un petit peu. C'est-à-dire que il me renvoie la date ici. Ok, cool. Mais moi, derrière, on voit ici, hein, on a l'heure, 15h10 avec les millisecondes et on a le fuseau horaire, si vous voulez, avec le plus 5:30. Bon, normalement, je pourrais convertir cette date dans ce format-là pour que ça soit propre. Maintenant, moi, j'ai pas envie parce que je veux qu'elle s'envoie à 9h tous les matins, ou à 8h, ou à 7h. En fait, ce que je vais faire, c'est juste, je vais la manipuler comme une string classique. Donc, je vais modifier ma date ici, Monday, et je vais dire que Monday, c'est égal à ça, plus, et là, je vais rajouter ce qui manque. Donc, en gros, je vais dire que je veux que ce soit, on envoie ça à 8h du matin, voilà, et on est en GMT plus 1. On va faire ça, on va voir ce que ça donne. Voilà, et regardez, j'ai bien la date maintenant qui est formatée avec ce que je veux. Donc, maintenant, ma mission, ça va être de retenter le coup et voir si c'est bien envoyé. Si je vais voir la RFC, qu'il me recommande dans la documentation, il y a un peu tous les formats compatibles au niveau des dates. Donc, potentiellement, on peut avoir d'autres formats recommandés voilà, pour que ça passe au niveau de l'API de Sendinblue. Mais bon, je m'en réfère à la documentation, on va rester sage et on verra bien. Voilà, là, c'est terminé et il m'a renvoyé un ID 919. Donc maintenant, moi, de mon côté, je vais aller voir parce que ça a donné côté Sendinblue. Donc, je rafraîchis ma liste de campagnes en attente. Je retourne aux alentours du 23 et regardez ce que j'ai. J'ai ma newsletter qui est là, 919. Alors, elle a des guillemets. Il y a des guillemets dans le titre. Donc ça, c'est peut-être un petit problème à régler. Je vais faire aperçu et j'ai bien le contenu de ma newsletter. Voilà. Et c'est prêt à être programmé puisque ce sera envoyé le 23 janvier à 8h du matin. Pour le titre, avec ces petits guillemets, c'est pas très grave. On va les retirer. Donc, ce que je vais faire en fait ici, taille titre égale summary prompt titre. Maintenant, je vais faire titre égale titre replace. Donc, c'est-à-dire, je vais remplacer dans la chaîne de caractères du titre. Je fais des simple quotes, donc des guillemets simples. Et dedans, je vais dire, remplace les guillemets doubles par rien. Voilà, je mets rien dans le deuxième. Si je voulais que ça remplace par des points d'exclamation ou des emojis, je mettrais ce que je veux dedans. Mais là, je mets rien. Donc, j'ai juste ce guillemet-là qui sera remplacé par rien. Je sauvegarde et puis je vais le relancer. Pendant ce temps-là, je peux aller supprimer même cette newsletter, qu'elle s'envoie non plus. J'ai pas envie qu'elle s'envoie parce qu'elle est programmée. Pour ça, il faut que je la suspende et ensuite, je vais l'archiver. Voilà. Et moi, j'attends de mon côté que OpenAI et que mon script ait fini leur boulot. Le retour ici de l'ID, hein, c'est ce que me renvoie ici l'API réponse ici. Voilà, donc là j'ai un 920 maintenant, c'est l'ID d'après. J'ouvre ma liste de newsletters et là voilà, j'ai découvert Sidekick. Alors il m'a gardé le même titre qui est assez rigolo. C'est bien une newsletter qui est programmée pour plus de 11 000 personnes et voilà, et si je fais aperçu, j'aurai pas le même texte. Vous voyez, déjà c'est pas le même titre, j'ai plus les guillemets. Le texte est complètement différent. D'ailleurs, il est un peu croppé visiblement. Donc là, ça serait à moi d'augmenter par exemple le nombre de tokens si ça me va pas, si c'est trop long, trop court, etc. Faut augmenter le nombre de tokens ici. Il y a des petits réglages à faire au niveau d'OpenAI, mais en tout cas, voilà, on a quand même un truc qui est généré. Ce qu'on n'a pas eu tout à l'heure, hein, on n'avait pas de problème. Tous les titres ici sont bien générés. Oui, parce qu'en fait, pour vous expliquer, là, typiquement, comme ça utilise la fonction summarize avec 128, en fait, pour avoir un vrai résumé, il faudrait mettre 300. Donc, je vais la relancer, hein, ça va encore me coûter du pognon, 30 centimes à chaque fois, mais ça vaut le coup. Et alors après, justement, dans le côté OpenAI, on peut voir un peu la conso. Donc là, c'est mes tests que j'ai fait aujourd'hui.
hier. Donc voilà, hier avec vous, enfin j'avais commencé à enregistrer cette vidéo hier, donc on était à 88 centimes. Aujourd'hui, tous les essais que j'ai fait, c'était 3,14$. Ça va, c'est pas non plus la mort. Et ensuite, on voit un peu les stats. Ça, c'est pour vous montrer un peu les stats. Par exemple, sur janvier, vous voyez, les gros pics, c'est ces grosses newsletters là que j'envoie. Donc là, typiquement, un usage classique de newsletter, c'est une newsletter du lundi matin, ça me coûte 60, 70 centimes en fonction des contenus, etc. que je lui balance. Et ensuite, le reste, entre les trous là, à 1 centime chaque jour, c'est Twitter en fait. Parce que comme j'envoie mes news sur Twitter et qu'elles sont aussi personnalisées avec OpenAI, pour avoir des titres plus sympas que les titres par défaut de mon article, bah, ça me coûte 1 centime à chaque. Donc voilà, ça c'est pour vous donner aussi une idée des coûts. Donc là, bon là c'est du bêta test, donc ça c'est pas très parlant. Le 1er janvier, j'avais envoyé un truc aussi 18 centimes, c'est qu'il devait pas y avoir beaucoup d'articles à lui envoyer. Par contre là, on est aux alentours de 60-70 cents. Le 25 décembre, par exemple, le lundi 25 décembre, je crois que c'était un lundi. Enfin non, moi mon script je le lance le dimanche, donc c'était un dimanche, pardon. Dimanche, bah pareil, 68. Donc voilà, pour une newsletter telle qu'on l'a créée ensemble là, on est autour de 70 centimes pour OpenAI. Évidemment, tout ce que je viens de vous montrer, vous pouvez utiliser un autre service ou virer la partie OpenAI et mettre le titre classique de la newsletter et faire un texte fixe pour toutes vos newsletters, hein, c'est pas un souci. Donc là, j'ai ma newsletter qui a été générée, 921. Pareil, je refresh. Je retourne voir, vous voyez, le titre a changé encore. Gagner du temps avec cette qui, pas le même titre. Je vais faire un aperçu. Et là, voilà. Là, j'ai une intro qui est bien complète, que je lui ai donné plus de tokens et j'ai tous mes résumés, nickel, en 2 lignes, en 2 phrases, etc. Voilà, je pense que mon travail s'arrête ici. C'était une vidéo assez détaillée, mais je voulais vraiment vous montrer comment j'avais procédé pour faire ce script d'envoi de newsletter. Un truc que je vous ai pas montré aussi, si je vais vous le montrer parce que je pense que c'est important, c'est comment je l'envoie. Et alors comment je l'envoie, j'utilise Crontab, bon, simplement. Alors j'ai un Synology à la maison, j'ai mon script ici, je vais essayer de vous le souligner pour que vous puissiez le voir. J'ai mon script ici que j'appelle avec Python et ensuite je lui donne... Ah oui, alors un truc que j'ai oublié de vous montrer, c'est comment je lance mon script. Alors je retourne sur mon écran, j'ai mon Synology, donc ça c'est mon petit serveur perso à la maison, mais vous pouvez aussi le faire avec un cron sur votre serveur de prod classique. Sauf que moi sur le Synology, en fait, comme c'est un script, on va dire un peu technique, qui contient aussi des données personnelles, puisque j'ai les clés API dedans, j'ai pas envie de les mettre sur un serveur, donc je le garde chez moi à la maison. Le serveur, mon serveur Synology n'est pas connecté à Internet, n'est pas exposé sur Internet, donc du coup il n'y a pas trop de risque, on va dire ça comme ça. Donc pour ça, je vais au niveau du panneau de config, il y a un truc ici qui s'appelle le planificateur de tâches, et en fait dans ce planificateur de tâches, on peut créer des tâches, et donc du coup j'ai créé cette tâche newsletter qui est programmée et qui s'exécute tous les dimanches à 14h37 et qui va lancer mon script en fait, tout simplement, que j'ai mis sur mon Synology, celui qu'on vient de développer. Voilà, comme ça avec ça j'ai plus de soucis, ça tourne, c'est lancé, et je sais comme ça qu'automatiquement toutes les semaines ma newsletter sera exécutée, programmée et puis mise dans Sendinblue pour un départ, un envoi du lundi matin. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez appris 2-3 petites choses, que ça vous aura donné aussi envie de coder vous-même vos trucs. Alors là, on a mélangé plusieurs concepts, hein. De la connexion à WordPress, qui est intéressant, de la connexion à un outil d'envoi de newsletter comme Sendinblue, et de la connexion à une API comme OpenAI pour avoir un usage un peu d'IA dans mon script, enfin dans notre script, hein, du coup, puisque j'espère que vous l'avez refait avec moi, si vous avez eu ce besoin, et voilà. Je vais conclure là-dessus, je vous remercie, c'était une vidéo qui m'a pris 2 jours, hein, finalement, à tourner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des idées pour plus tard, n'hésitez pas. Si vous avez même des propositions d'amélioration de ce script, je prends. Moi, ça m'intéresse. Comme je le disais, je suis pas développeur, donc j'ai beaucoup à apprendre des autres, des professionnels du développement. Et je voudrais encore une fois remercier tous les Patreons pour leur soutien. Merci beaucoup. C'est grâce à vous que je peux faire ces vidéos encore une fois. C'est grâce à vous que je peux prendre ce temps qui, normalement, voilà, j'ai pas trop le temps normalement de faire des choses aussi longues et aussi poussées. Mais comme vous êtes là, ça me motive, ça me donne envie de continuer et de faire des trucs un peu plus chiadés que ce que je serais tenté de faire en temps normal. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre si vous n'êtes pas encore sur Patreon. Et puis, je vous souhaite une bonne semaine et à très bientôt. Merci encore. Ciao.